8h30 sur LCI. L'invité ce matin, c'est le général Patrick Dutartre. Bonjour. Bonjour Merci Adrien. beaucoup d'être là. Je rappelle, ancien pilote de chasse, général de l'armée de l'air. On parlera avec vous dans un instant de l'Ukraine, mais d'abord, l'attente, l'interrogation en Israël autour de cette possible opération terrestre dans la bande de Gaza. Le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, a demandé lors d'une adresse à ses soldats de s'organiser et d'être prêt. Il a eu cette formule. Vous voyez Gaza de loin, vous la verrez bientôt de l'intérieur. L'ordre va venir. Est-ce que vous voyez des signes du déclenchement prochain, imminent, d'une opération terrestre ? Imminent, pas sûr, mais je pense que c'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que cette entrée dans le territoire de Gaza avec les forces terrestres doit être minutieusement préparée. Donc c'est une bonne chose de prendre le temps. Ah, il me semble absolument. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, protéger quelque part, être très vigilant avec la population palestinienne, et c'est surtout de savoir comment on va s'organiser face au Hamas. En fait, tout va dépendre, si vous voulez, de l'action, de la réaction du Hamas. Est-ce qu'il va y avoir une résistance frontale ou au contraire une résistance, si vous voulez, à base d'attentats au travers des souterrains ? C'est pas du tout la même chose. Et donc, il faut le temps nécessaire, si vous voulez, pour envisager tous les scénarios et préparer les 300 000 réservistes qui ont besoin d'entraînement pour être prêts, avec une identification des scénarios de travail qui est, à mon avis, extrêmement importante. Alors, je rebondis sur ce que vous dites, c'est très intéressant. En fonction de l'analyse que l'on fait, en fonction de la réaction du Hamas, qu'est-ce que ça implique pour l'armée israélienne ? Dans le cas où le combat est frontal, dans le cas où on est plus dans une politique d'attentat ? S'il y a une résistance manifeste, à la limite, c'est l'opportunité, c'est-à-dire que là, vous avez en face des terroristes du Hamas, qu'il faut détruire. Donc ça, c'est relativement clair. Ce qui est plus difficile, c'est que vous rentrez, il ne se passe rien. Et vous subissez, si vous voulez, des attentats ou des tirs par des souterrains ou des snipers. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, comme le terrain, vous savez, bien sûr, est exigu, qu'il y a beaucoup de monde, il y a également beaucoup de civils, bien qu'il y ait plus d'1 million qui est migré vers le sud. Il faut prendre ça avec beaucoup de précautions et une parfaite connaissance du terrain. Et puis, il faut neutraliser les souterrains. Et ça, c'est un mode opératoire très particulier. Il ne faut surtout pas aller dans les souterrains. Et donc, à base de drones, éventuellement, pour aller voir ce qui se passe, et éventuellement, d'une manière ou d'une autre, les fermer. Souterrain pour faire rentrer un drone, quitte à ce que ce soit un drone explosif, c'est ce que vous voulez dire ? Ça peut être un mode opératoire, d'abord du renseignement, de savoir ce qui se passe dans les souterrains, repérer ce qui se passe, et puis trouver le mode d'action le plus adapté, sachant que les souterrains, il va y avoir des rentrées et des sorties un peu partout, et c'est toute la difficulté de l'exercice. Donc c'est un mode opératoire, si vous voulez, qui est très très particulier. Il y a deux possibilités, soit une résistance frontale, auquel cas c'est plus simple en fait, parce que vous allez essayer de détruire la résistance des terroristes du Hamas, ou vous ne voyez pas grand-chose et vous risquez de subir, si vous voulez, des attaques souterraines. Il y a une question qui va se poser. Comment identifier qui est terroriste, qui est de la population civile ? Je citais le ministre de la Défense israélien il y a un instant. Devant ses soldats, il a dit, je vous le dis, si vous voyez un terroriste, tirez sur lui et tuez-le, rien de moins. Mais encore faut-il être capable d'identifier qu'il s'agit d'un terroriste. Absolument. Ça demande déjà beaucoup de renseignements, de filtration, et puis surtout de la résistance. Quelle va être la résistance armée ? Les terroristes sont armés et vont résister éventuellement ou faire des attaques suicides. Donc c'est cela qu'il faut intercepter. Dans tous les cas, je pense qu'on ne peut pas ne pas faire pour les Israéliens, ne pas faire cette opération. Par contre, elle doit être vraiment bien préparée, méthodique, et puis je pense qu'elle va durer un certain temps, parce que le but quand même, c'est qu'il n'y ait plus de dirigeants du Hamas dans la bande de Gaza. Quand vous dites qu'elle doit être préparée, méthodique, l'objectif, il est quand même malgré tout très clair. Vous venez de dire qu'il n'y a plus de dirigeants du Hamas. Ce matin, dans le 6-9 de Jean-Baptiste Boursier, le porte-parole de Tsahal, le colonel Rafovitz, rappelait on est là pour détruire le Hamas. Ça s'est posé. Après, il y a effectivement la question de la méthode. Joe Biden disait cette semaine, ne soyez pas consumés par la rage, une forme d'avertissement et de conseil fondé sur l'expérience américaine. Est-ce que, de votre point de vue, cet appel a une chance d'être entendu ? Peut-être même a-t-il déjà été entendu ? C'est comme ça que vous interprétez le fait que les choses prennent du temps ? Oui, et puis Tsahal c'est une armée organisée avec des valeurs qui essaie de respecter au maximum, bien sûr, la population palestinienne. Et c'est toute la difficulté. Et puis un troisième élément qu'on oublie, ce sont les otages. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer les otages ? Est-ce que, quelque part, il peut y avoir aussi des tractations vis-à-vis des otages de différents pays ? Et ça, c'est aussi un élément dans l'équation. Mais quelles sont les vies, pour parler de manière extrêmement crue, quelles sont les vies qui sont les plus à risque dans l'opération ? Est-ce que ce sont celles des otages ? Est-ce que ce sont celles des civils palestiniens ? Celles des soldats israéliens ? Parce que tout le monde semble avoir intégré que ce serait une opération meurtrière. La question, c'est meurtrière pour qui et dans quelle proportion ?
Les premiers, c'est malheureusement les otages. Hein. Quand on voit les actes horriblement barbares qu'a perpétré le Hamas en Israël, 1400 morts dans des conditions mais innommables, inhumaines. Bien sûr, ils ont manifestement très peu de considération pour les Palestiniens et en particulier pour les otages. Donc c'est les premiers effectivement exposés. Dans l'opération, il y a une chose qui a le mérite d'être claire, c'est détruire le Hamas. Détruire le Hamas de la bande de Gaza. Et donc au moins l'objectif militaire, il est clair. Alors maintenant, c'est la mise en œuvre qui demande beaucoup d'astuces, beaucoup d'intelligence, de la méthode et de la protection en même temps des soldats. Et évidemment, les soldats de Tsahal doivent faire le maximum pour protéger la population palestinienne. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont pris le temps de demander d'évacuer, si vous voulez, un maximum vers le sud. Et ça, je crois que c'est une bonne idée d'avoir fait ça. Après, sur le mode opératoire, vous évoquiez à l'instant, par exemple, le recours aux drones, les complexités en fonction de l'attitude du Hamas. Les drones souterrains. Hein. Souterrains, oui, pour aller dans les tunnels. Un porte-parole international de l'armée israélienne disait aussi « Tout le monde parle d'offensive terrestre, mais ce sera peut-être quelque chose de différent. » Est-ce qu'on fait une erreur en parlant à chaque fois d'opération terrestre? Est-ce que vous, par exemple, je rappelle, hein, vous êtes général de l'armée de l'air, vous imaginez qu'Israël puisse continuer uniquement par la voie aérienne, avec des bombardements qui seraient plus ciblés, ou à la limite peut-être par la voie terrestre, mais en ayant plutôt recours à des commandos, des forces spéciales ciblées qui feraient des interventions très ponctuelles? Les deux sont possibles. Je pense que les attaques aériennes ne cesseront pas, si vous voulez, avec un maximum de ciblage. Quand on voit l'hypersensibilité, évidemment, d'un obus qui risque de toucher un hôpital, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs dans le cas de l'histoire dramatique. Ça doit être confirmé de sources indépendantes, mais effectivement, il y a des informations qui sont montées en contestant la thèse d'un missile israélien. Mais complètement. Et en fait, tous les éléments qu'on a pu voir semblent cibler, si vous voulez, le djihad islamique qui a tiré un missile et qui, malheureusement, s'est écrasé dans cette cour d'hôpital. Non, il faut être... je pense que tous les moyens vont être utilisés, à la fois aériens, pour suivre la reconnaissance permanente aussi, avec des drones, de regarder ce qui se passe. Et puis, ça va dépendre vraiment, et c'est ce à quoi doit se préparer l'armée israélienne, de la résistance du Hamas. Est-ce qu'il y a une résistance frontale, une résistance de sniper ou via les souterrains? Et en fonction, le mode opératoire doit être extrêmement calibré. Et en même temps, l'armée israélienne doit protéger ses arrières en permanence. Quand vous rentrez dans la zone, si vous voulez, il faut éviter de vous faire encercler par des commandos ou par des terroristes. Et tout ça, ça demande un travail très très minutieux. Et dans ce cas, il y a plusieurs modes d'action qui peuvent être envisagés. Je ne pense pas d'une rentrée d'un seul coup d'un seul endroit. Ça peut être par plusieurs endroits, si vous voulez, mais tout en sécurisant progressivement la zone, en contrôlant méthodiquement toutes les personnes, si vous voulez, et puis s'adossant aux endroits où vous ne risquez pas de vous faire de subir des tirs. Mais le fait qu'Israël ait tout de même massé à la fois des hommes, mais aussi des chars, par exemple, à proximité de la bande de Gaza, ça ne nous donne pas forcément une indication du mode opératoire. Pour vous, ça ne veut pas dire qu'on doit se préparer à voir demain, quand je dis demain, dans les heures à venir, les jours à venir, on ne le sait pas, une entrée massive de chars israéliens? Si, mais essentiellement pour protéger leur infanterie. Pas tellement pour aller détruire, ils n'ont pas besoin d'aller détruire, sauf s'il y avait vraiment un foyer de terroristes du Hamas qui est centré à un endroit avec beaucoup d'armement. Là, vous pourriez utiliser les tirs des chars. Mais à mon avis, ils seront peu utilisés, sauf si vraiment il y a ce genre de menace. Mais essentiellement pour protéger, si vous voulez, l'infanterie. Il y a la question aussi, Général Dutartre, du temps. Une fois qu'on commence une opération, la question pour chaque militaire, c'est quand est-ce qu'on la termine? Terminer parfois plus dur que débuter. Le ministre de la Défense, encore une fois israélien, pour le coup, nous donne beaucoup d'éléments. Il reconnaît devant ses soldats, cette opération ne sera pas facile, elle sera difficile. Bon, ça paraît à peu près évident. Mais il dit, elle ne durera pas un jour, ni 2 jours, ni une semaine, elle prendra du temps. Qu'est-ce qu'on appelle prendre du temps? Quelle est la durée vraisemblable pour une opération avec tant d'inconnus? Des semaines. Des semaines, peut-être plus. Bien sûr, parce que une progression, elle doit être extrêmement lente, progressive, de manière à filtrer et essayer de débusquer tous les résistants du Hamas. Et c'est toute la grande difficulté de cette opération. Que va faire le Hamas? Il y a un risque que cela devienne, même si le mot est un peu trivial, mais une forme de bourbier, que Israël, que Tsahal se retrouve dans la bande de Gaza sans réussir à aller au bout de ses objectifs. On n'est jamais certain, quand vous débutez une opération, de l'issue. C'est pour ça qu'il faut qu'ils prennent leur temps, qu'ils envisagent un maximum de scénarios, il faut qu'ils réfléchissent à faire des simulations, des plans B, des plans C, de telle manière à voir que si un mode opératoire ne fonctionne pas, qu'on en trouve un autre.
que l'on rentre à un moment par un côté de la bande de Gaza et à un autre moment par un autre, voire éventuellement par voie maritime dans certains cas. Donc c'est toutes ces actions, si vous voulez, qui doivent être bien réfléchies minutieusement pour qu'on puisse, pour qu'ils puissent atteindre leur objectif, qui est de détruire le Hamas. En aucun cas d'attaquer la population palestinienne, mais de détruire le Hamas. Mais pour détruire le Hamas, comme vous le dites, il n'y a aucun doute pour vous sur le fait que la solution, c'est une opération, et en particulier une opération terrestre. Il n'y a pas d'autre mode d'action, il n'y a pas d'autre levier à activer que ce scénario-là. Non, en dehors du fait que le Hamas se rende, mais ça, c'est une chose qu'on ne peut pas envisager. Et puis, ils ont fait de tels actes de barbarie, si vous voulez, que malheureusement, il n'y a pas d'autre solution, au moins que ces gens-là fuient, si vous voulez, la bande de Gaza. Mais c'est quasiment impossible. Grande vigilance aussi sur le couloir humanitaire. Je pense que c'est une chose qui doit. C'est un des succès du déplacement de Biden, du président Biden, c'est d'offrir une ouverture humanitaire au sud vers l'Égypte, à Rafah. Et ça, il va falloir que ça se fasse très rapidement. Cela dit, au-delà de l'éradication du Hamas, général Dutartre, il y a la question de ce que Israël souhaite faire de la bande de Gaza ou avec la bande de Gaza, selon le niveau sur lequel on se place. Il y a la question du déplacement de la population. Vous disiez déjà du nord vers le sud de la bande. Ça peut aussi laisser entrevoir l'idée qu'Israël, à terme, voudrait potentiellement réduire la bande de Gaza ou se créer une forme de zone tampon en concentrant encore la population. Il y a la crainte de certains pays arabes, l'Égypte, la Jordanie, de voir même Gaza vidée d'une partie de ses habitants qui auraient vocation à fuir en Égypte et en Jordanie. Là, ils ont dit hors de question. Le président égyptien disait ce serait une façon d'en finir avec la cause palestinienne aux dépens des pays voisins. Au-delà de l'objectif militaire, on est obligé de penser à la sortie. À quoi peut ressembler Gaza? À quoi peut ressembler l'équilibre militaire des forces de sécurité entre Israël et Gaza à terme? Malheureusement, dans l'état actuel de la préparation des négociations, je pense que les frontières ne bougeront pas. C'est-à-dire que cette limite de la bande de Gaza restera telle qu'elle. Il n'y a aucun intérêt pour les Israéliens d'aller rechercher ou de reprendre d'autres territoires au sein même de Gaza. En revanche, la solution palestinienne n'est pas réglée. Ça, c'est un vrai sujet et c'est malheureusement les autorités palestiniennes, notamment Benjamin Netanyahou, n'a pas mis du tout de travail là-dessus, d'intensité. Les autorités israéliennes, effectivement, enfin des deux côtés, pour le coup, il y a eu très peu de travail. Mais oui, et pourtant, il y a eu plein de plans de paix qui avaient été envisagés, les accords d'Oslo, les accords de Camp David, plein de choses qui avaient été essayées pour qu'on avance sur ce sujet-là. Et ce sujet-là, à mon avis, il ne peut être traité que par les Américains et au niveau international pour qu'on trouve ensemble une solution. La solution que la France préconise, c'est une solution à 2 États et une capitale, Jérusalem. Vous dites que ça ne peut être traité par les Américains parce que ce sont les seuls qui sont en situation aujourd'hui de jouer un rôle dans la région? C'est les gendarmes du monde. C'est eux qui ont une influence. C'est les seuls qui ont une vraie influence sur Israël. Personne d'autre n'a d'influence sur Israël. Ce sont les seuls. Pourquoi? Parce qu'ils sont aux côtés d'Israël depuis le début, parce qu'ils arment Israël et financièrement aussi, ils aident. Donc ce sont eux qui sont vraiment les seuls qui peuvent dire des choses à Israël. Pour les pays arabes, c'est autre chose. Pour la cause palestinienne, tous les pays arabes ont une action, si vous voulez, sur les pays arabes. Donc, ça ne peut être fait, si vous voulez, que par ces acteurs-là. Décider, avec la Ligue arabe, les Américains, l'ONU, de trouver une solution pérenne. Mais malheureusement, je dis ça fait 4000 ans que ça dure. Mais si on avait une véritable volonté d'aboutir, il y aurait une solution, il y aurait des solutions. Et éventuellement aussi, moi je le pense personnellement, c'est de trouver pour ceux qui sont volontaires des possibilités que des Palestiniens aillent aussi vivre dans d'autres pays, sous réserve que des pays arabes l'acceptent. Oui, et puis il y a eu des réfugiés palestiniens dans des pays du Proche-Orient qui y sont depuis des décennies, avec des difficultés posées à ces pays-là et avec toujours le souhait du retour pour ces Palestiniens. Alors à la fois le retour, mais à la fois de l'intégration, si vous voulez, que les gens puissent avoir une double nationalité. C'est-à-dire que la difficulté, c'est que lorsque des Palestiniens arrivent dans un autre pays arabe, ils restent palestiniens. Or, avec les générations, ils devraient pouvoir avoir, si vous voulez, aussi double nationalité minimum, et donc pouvoir s'intégrer dans le pays d'accueil. C'est des choses aussi qui pourraient être envisagées à long terme. Effectivement, ça peut se comprendre. Eux souhaitent retrouver une terre qu'ils estiment être la leur, en l'occurrence. C'est la difficulté. On est frappé quand même, général Dutartre, par les similitudes entre le conflit israélo-palestinien et le conflit russo-ukrainien. Il y a 1000 différences qu'on voit très intuitivement. Il y a aussi des similitudes, déjà par l'attitude américaine. Joe Biden, pas plus tard que cette nuit, a indiqué dans une adresse à la nation qu'il allait demander au Congrès, en urgence, une aide à Israël et à l'Ukraine. Il dit dans les deux cas, ce sont nos partenaires essentiels.
on n'est pas du tout dans la même configuration, on n'est pas du tout dans le même rapport de force, mais il y a un engagement américain. Est-ce que vous partagez cette analyse de dire Israël et l'Ukraine sont nos partenaires essentiels ? Il y a 3 choses dans le discours du président Biden. La première, c'est de dire effectivement qu'il est aux côtés des Israéliens et aux côtés des Ukrainiens. Deuxièmement, que le président Biden revient le gendarme du monde, enfin que les États-Unis redeviennent le gendarme du monde. Et la troisième chose, il s'érige en défenseur de la démocratie. Et en ce sens, voilà, c'est le point commun. Et donc, son discours est assez habile, mais c'est un discours essentiellement de politique intérieure, pour expliquer en fait sa politique extérieure, mais au peuple américain, et justifier une demande au Congrès de 100 milliards de dollars pour assurer l'avenir, protéger ses alliés, protéger la démocratie et protéger in fine l'Amérique. Vous dites gendarme du monde, mais la réalité, dans ce qu'on vient d'évoquer, c'est qu'il y a aussi un côté un peu banquier du monde ou sponsor du monde. C'est-à-dire que les Américains pèsent aussi et sont entendus parce qu'ils sont capables d'apporter un soutien militaire et financier. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ça c'est évident. C'est pour ça que tout le monde se tourne en permanence vers les Américains. Et ce que craignent aussi le conflit Taïwan aussi, c'est parce que la Chine, par exemple, devient un pays qui a évidemment de plus en plus de liquidités et qui a une puissance économique qui est de plus en plus importante. Et c'est quelque part ce qui fait peur aussi aux Américains. Les mêmes Américains qui ont livré à l'Ukraine des missiles ATACMS qui ont été utilisés cette semaine, on l'a vu avec succès en l'occurrence, en direction de bases russes, à Louhansk et Berdiansk, avec des hélicoptères. Non, ce sont des bases ukrainiennes occupées par les Russes. Absolument, tout à fait, vous avez raison de le redire, en territoire ukrainien officiellement reconnu internationalement, mais aujourd'hui opéré avec des soldats russes, avec du matériel russe, au profit des Russes. Vladimir Poutine, lui, a souligné que de son point de vue, ces attaques et ces missiles ATACMS ne changeraient rien. Il a quand même cru bon de dire publiquement que les missiles Kinjal, dont la portée était extrêmement considérable, allaient équiper des avions qui allaient patrouiller en mer Noire. Bon, qui doit être inquiet ? Qui a des raisons de s'inquiéter face à ces missiles ? ATACMS d'un côté, Kinjal de l'autre. Non, c'est plutôt les forces russes en territoire ukrainien occupé qui ont besoin de s'inquiéter. Pourquoi ? Parce que déjà les Kinjal sont déjà utilisés malheureusement contre les forces ukrainiennes. L'intérêt des ATACMS, c'est des missiles tactiques de haute précision. Ils sont relativement bridés, je crois que 150 km et non pas 300 km, si bien que... Ils ne vont pas au maximum des capacités théoriques. Il semblerait, ce qu'on a pu observer, mais ce qui donne une menace, si vous voulez, sur toutes les bases logistiques, les bases militaires, les bases de support qu'ont utilisé les Russes en territoire ukrainien. C'est pour ça qu'ils ont eu un succès assez important, et notamment en détruisant un certain nombre d'hélicoptères Mi-24 russes qui étaient du côté de Louhansk. Et donc cette menace, elle va continuer. S'agissant du Kinjal, là où ça aurait été vraiment inquiétant, c'est que des MiG-35 équipés de Kinjal soient en Méditerranée. Ça aurait été vraiment inquiétant. Mais en mer Noire, pour détruire quel bateau, en dehors des leurs, il n'y en a pas beaucoup, si vous voulez, et il n'y a pas de marine, vous le savez, ukrainienne. En revanche, j'utilise souvent les Kinjal pour attaquer certains objectifs stratégiques en Ukraine, et effectivement, ils peuvent être redoutables. Mais cette menace-là, en mer Noire, n'apporte pas grand-chose de plus aux éléments du conflit aujourd'hui. Mais quand vous dites en Méditerranée, ça aurait été inquiétant pour nous. Ça aurait été inquiétant pour les porte-avions américains, parce que le missile Kinjal, c'est avant tout un missile anti-porte-avions. Il y a aussi quelques mouvements du côté de Kherson. D'après l'Institut pour l'étude de la guerre, des mouvements ukrainiens auraient permis de passer de l'autre côté de la rive du Dniepr, passer sur la rive gauche. Objectivement, on a du mal à les quantifier. Est-ce qu'il s'agit d'une incursion, d'une tête de pont, certainement pas encore d'une percée, mais est-ce que vous voyez quelque chose de significatif, un début potentiel de future contre-offensive dans cette région-là ? Significatif non, mais c'est un mode d'action, mode opératoire qui est intéressant. Des incursions, il y en a déjà eu, mais c'était des commandos qui faisaient un aller-retour. La question qui va se poser, c'est tout simplement si, entre guillemets, ces commandos qui sont beaucoup plus importants restent ou pas. En fait, s'il reste 2 ou 3 jours, c'est qu'ils ont l'intention de s'installer, de constituer une tête de pont pour une offensive plus importante. Donc c'est ça qu'il va falloir observer très attentivement. Vous savez que le territoire au sud de Kherson, et il y a beaucoup de marécages. Donc vous avez des routes qui sont parfaitement identifiées, des ponts parfaitement identifiés. Donc c'est assez difficile de manœuvrer parce que vous ne pouvez pas vous cacher en fait. Vous êtes obligé de prendre ces petites routes. Et donc là, du coup, vous êtes sous le feu de l'artillerie adverse. Et donc, observons. Pour l'instant, c'est un mode intéressant, mais pas encore significatif.
S'il reste quelques jours avec des renforts, là on se dira oui, peut-être que là il y a une offensive qui se prépare complètement par le sud. Et on parle de quelques kilomètres sur un front qui fait des centaines de kilomètres. 900 km, oui. C'est ce qui rend aussi très modeste les espoirs d'un avancement rapide. Merci beaucoup, Général Dutartre,